D'abord, je voulais remercier toute l'Assemblée, mais aussi surtout les organisateurs. On s'est rencontrés avec Jean-Marc Richard, puisqu'on est deux Jean-Marc Richard, dans un endroit un peu spécial qui était un colloque à Chicago, où deux sujets étaient traités en même temps, la trisomie et Alzheimer. Il y avait une communauté de scientifiques. Et en région, à Paris, une année avant, avec Jacqueline London, nous avions été invités. Et il y avait un sujet qui était très intéressant, c'était scientifique et société. Et à ce colloque, qui durait 4 jours, il y a eu 10 associations et fondations ou des organisations qui représentaient les familles, qui ont eu le droit à peu près à 1h15 d'exposé. C'est-à-dire qu'on avait 5 minutes. Donc je tiens à remercier les organisateurs de nous donner une vingtaine de minutes pour exposer notre expérience, etc. La deuxième chose, on est une fondation reconnue d'utilité publique. C'est grâce à des scientifiques qu'on a pu le devenir. Et c'est parce qu'on est une organisation scientifique qu'on a pu, pour l'instant encore, survivre. L'histoire qu'on va vous raconter, qui va être filmée, n'est pas finie. Je crois que ce qui est très important dans ce qu'on a pu voir ce matin, c'est qu'effectivement, on a des combats à mener. Ces combats, on a intérêt, bien sûr, à les diversifier, mais à les mener ensemble, parce que le regard sur les activités va être essentiel pour le devenir de tous ces jeunes, et moins jeunes, bien sûr. Il est extrêmement important, on l'a vu dans l'exposé précédent, qu'ils puissent faire un parcours pour eux-mêmes, savoir ce qu'ils ont envie de faire. C'est une expression qui a été très très bien clarifiée. En fait, on ne fait bien que ce qu'on a envie de faire. Et plus il y aura de la diversité dans l'activité, plus les gens pourront faire un certain nombre de choses. Nous, notre démarche, elle est liée à une histoire qui est celle de Bernard. Et c'est pour ça qu'on est sur un colloque sur la trisomie. C'est que Bernard était trisomique. Moi, je suis dans une famille qui a été lourdement marquée par des tas de types de handicaps, sclérose en plaques, des handicaps cognitifs liés à des maladies psychiques, et puis des enfants grabataires qu'on ne pouvait pas montrer parce que les frères et sœurs de ce garçon étaient montrés dans la cour de récréation comme les frères du fou. C'était dans les années 60 ou 70, ça marque les esprits. La société a évolué heureusement, mais il faut faire quand même très attention à toute cette exclusion. Et donc nos statuts, c'est depuis 50 ans toujours les mêmes. C'est que nous sommes là pour développer les capacités intellectuelles des personnes avec des handicaps cognitifs et pour s'insérer socialement dans la société tout naturellement. Alors autrefois, nous avions des IM Pro, 1500 personnes, et je salue le travail qui a été fait par vous-même tout à l'heure. 1500 personnes ont été insérées, ils n'ont rien demandé à personne, ils ont un salaire, ils ont un job, ils ne dépendent pas d'une subvention, etc. Ce qui s'est passé, c'est pour ça que je suis là pour témoigner, c'est qu'en 2002, j'étais dans une réunion chez notre gros donneur d'ordre, et il nous a dit une chose très simple, avec la mondialisation, votre prix qui était tout à fait correct, est devenu insupportable, puisqu'il a été multiplié par 2 par rapport à une concurrence, bien sûr, de pays à bas coût. Alors, on aurait pu faire du protectionnisme, etc. Je crois que le sujet qui est très important, c'est de savoir est-ce que démocratiquement, on défend ou pas les emplois. Et donc, on va vous présenter un petit film. Alors ça, c'est nos résultats. Ça a été une course extrêmement forte, puisqu'on était en train de s'effondrer, on allait fermer les usines. Et il a fallu, avec des bénévoles, on était tous bénévoles, s'organiser pour convaincre des décideurs, qu'ils soient d'entreprise, qu'ils soient puissance publique, pour à un moment donné redonner confiance au système industriel qui, franchement, quittait la France et qui a quitté la France massivement, puisqu'il y a plus d'1 million d'emplois ouvriers, techniciens et ingénieurs qui ont quitté le sol français. On était sur une population de 20-21% de la population qui vivait de l'industrie. Et subitement, on est tombé à 13 ou 14%. Et bien évidemment, ceux qui en ont pâti, c'est ceux qui avaient besoin de ce travail manuel. Dans notre pays, le travail manuel est très très mal considéré. L'artisanat est très mal considéré. Eh bien, on le paye extrêmement chèrement.
Donc je vous propose de voir un petit film. Et puis ensuite, c'est Marie-Laure Blandin qui est directeur de la Fondation et des apprentissages qui vous éclairera notre sujet et qui vous expliquera les programmes de recherche avec les scientifiques que nous faisons maintenant. Ça m'a vraiment beaucoup plu, monter les faisceaux et tout ça. Et je dis, tiens, c'est un boulot qui est pas mal. J'essaye de m'appliquer, pas mal de monde qui me soutient pour que j'aille plus haut. Ce qui me fait progresser à la Fondation, c'est le fait que les chefs aient confiance en moi. Ce qui me fait moi-même reprendre confiance en moi. Notre mission a toujours été, depuis le début, de remettre sur pied des personnes qui ont été laissées de côté. Les apprentissages de la Fondation, ça consiste à d'abord leur apprendre des techniques. Et ces techniques, elles utilisent nos sens. Et ces sens, ils sont faits pour développer le cerveau. En situation d'apprentissage, il y a des sollicitations répétées. Cette notion de répétitivité des sollicitations cognitives est extrêmement importante. Ces sollicitations répétées vont permettre de développer ce qu'on appelle les synapses, ces zones entre deux neurones, de développer des synapses existantes et voire même, à un certain moment, d'en créer de nouvelles. Et donc finalement, ce que la Fondation a fait, c'est de se dire que chez les personnes avec des déficits intellectuels, ce type d'apprentissage exacerbé pouvait améliorer leur situation cérébrale. Donc plus on les stimule, plus on va faire de synapses et plus les cellules vont être efficaces. Et leur efficacité, finalement, va servir à apprendre et reproduire ce qu'on apprend. Le métier de la Fondation AMIPI, c'est d'accueillir des personnes en situation de handicap. Et grâce à un outil industriel qu'on a développé, qui est l'équipementier automobile, on fabrique des faisceaux, on développe des opérateurs dans leur savoir-être et cognitivement, on développe aussi un certain savoir-faire pour ensuite les insérer dans le milieu ordinaire. Le gros défi qu'on doit relever chaque jour, c'est un peu notre point fort en même temps, c'est d'être dans le milieu automobile avec tout ce que ça engendre comme exigence, que ce soit au niveau rythme, au niveau qualité, au niveau flexibilité, avec des personnes reconnues travailleurs handicapés. Le défi qu'on a à relever, nous, tous les jours ici, c'est l'industrie, donc monter des faisceaux en termes de quantité et de qualité pour livrer tous les jours les clients. Le deuxième défi que nous avons à relever, c'est travailler avec nos opérateurs sur l'insertion. L'entreprise ordinaire qui souhaite intégrer un opérateur de la Fondation AMIPI a pour témoignage nos ambassadeurs entreprises ordinaires qui ont déjà intégré un collaborateur de la Fondation et qui sont nos meilleurs ambassadeurs. Nous sommes catalogués parmi le monde du handicap et comme on l'a déjà dit, le mot handicap nous handicape. Les entreprises, si elles embauchent des salariés qui sortent de chez nous, vont trouver des salariés compétents, motivés et fidèles. Là où on arrive à lever tous ces freins, c'est quand on arrive à faire venir des chefs d'entreprise au sein de nos usines pour qu'ils se rendent compte effectivement du travail qui est réalisé par nos collaborateurs. La vision que la Fondation a est celle que Maurice Vambre lui a transmise, à savoir qu'une société ne peut se développer que si on permet aux gens les plus fragiles, et en particulier à ceux atteints de handicap cognitif, de se développer en apprenant. Et c'est en cela qu'il a développé des usines qui sont un fabuleux moyen pour développer des apprentissages, c'est-à-dire la répétitivité des apprentissages, et ainsi de permettre aux gens de gagner leur autonomie. Mon rêve serait qu'en finale, sur chaque ville de 50 000 habitants, sur tous les territoires en France, une usine du type de l'AMIPI, c'est-à-dire une usine avec 100 postes, puisse servir à accueillir des publics fragiles, leur permettre de se développer en apprenant, de s'insérer dans des entreprises ordinaires et puis, bien évidemment, de faire la pédagogie de ce modèle auprès des autres acteurs de la vie économique du territoire.
Derrière les combats de la MIPI, c'est toute une vision de la société qui est en jeu. Alors qu'on voit bien que les ordinateurs, les machines envahissent toute la sphère du travail, il est important que les hommes et les femmes, et en particulier les jeunes, puissent en débattre et faire en sorte que chacun puisse trouver sa place dans le monde du travail et ainsi son autonomie et ainsi sa place dans la société. Vous avez vu la présentation par le film de la Fondation, un résumé de ce que vous a informé, de ce que vous a communiqué Jean-Marc Richard, notre président. Donc la Fondation, en effet, ce sont des apprentissages, c'est ce qui a valu à la Fondation cette reconnaissance d'utilité publique en 2005, toute une méthodologie qui a été travaillée à l'époque autour de Maurice Vendre et de son épouse par une équipe très renforcée sur un plan pédagogique et surtout qui a bénéficié du soutien du professeur Robert Debré qui régulièrement rencontrait M. Vendre pour lui dire oui, vous êtes dans la bonne voie, continuez sur les apprentissages et notamment l'importance du travail manuel. Alors il est facile aujourd'hui de parler de plasticité cérébrale, vous imaginez que dans les années 60, c'était bien plus révolutionnaire de croire en cette discipline. Apprentissage et développement neuronal, confirmé par des recherches auxquelles nous avons prêté beaucoup d'attention, celle du professeur Kandel, des recherches qui ont témoigné là aussi, ce qui lui a valu un prix Nobel d'ailleurs en 2000, sur là aussi le rôle de l'apprentissage, les sollicitations liées à l'apprentissage permettant de développer des zones cérébrales, plus précisément toutes ces liaisons entre les neurones qu'on appelle les synapses. Alors pour nous, c'est quoi? C'est dès l'embauche, pouvoir tester un certain nombre de capacités, l'organisation de l'espace, la mémoire visuelle et coordination complexe, 3 capacités que moi j'appelle fil rouge, car quel que soit ensuite le travail trouvé par l'individu en entreprise ordinaire, il aura systématiquement besoin de ces 3 capacités au minimum. Orienter des composants entre eux, être capable de prendre tout seul des points de repère et puis faire travailler ces 2 mains en même temps. Ces tests d'embauche ne sont pas pour nous pour exclure, bien au contraire, mais surtout pour voir quel type d'apprentissage les meilleurs que nous puissions lui donner à l'individu que nous allons recruter et quel va être le premier poste d'apprentissage pour lui pour faciliter sa réussite chez nous. Et aussi, bien sûr, pouvoir le faire progresser sur le câblage. Vous avez vu dans le film, nous sommes une entreprise à part entière, complètement avec une dimension industrielle. Ça, c'est un choix aussi économique imposé par nos constructeurs. Et toute la rigueur imposée par le secteur automobile, et cette rigueur est autant de bénéfices pour nos opérateurs pour progresser. Ça leur permet bien sûr de développer tout un tas de capacités, mais aussi des compétences techniques. Si vous visitez nos usines, vous verrez de parfaits monteurs câbleurs, vous verrez aussi des magasiniers, vous verrez aussi des contrôleurs. Mais au-delà de ça, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les capacités, bien sûr, cognitives développées derrière tous ces postes tenus et compétences techniques, notamment des postes de magasiniers qui sont des postes d'appel très forts pour l'insertion. Alors, nous avons l'habitude d'appeler nos usines des UPAI, unités de production, d'apprentissage et d'insertion. C'est notre objectif statutaire. Le but final pour nous, c'est de permettre à nos opérateurs d'intégrer une entreprise qu'on appelle maintenant entreprise classique, une entreprise du milieu ordinaire. Donc c'est aussi l'apprentissage d'un savoir-être, bien sûr. Lorsqu'on sort d'IMPRO, on n'a pas forcément encore connaissance de toutes ces contraintes imposées par le secteur industriel et ils y seront confrontés ensuite. Donc c'est le respect des horaires, des consignes, des collègues, bien sûr d'une hiérarchie. Et c'est surtout prendre en charge son propre devenir social et professionnel. Et nous sommes en train de travailler avec un laboratoire qui s'appelle le GREN, groupe de recherche en neurosciences et éducation, dirigé par Madame Pascale Toscani. Je vous invite à trouver des recherches concernant ce qui la concerne, elle, et le GREN. Nous avons établi avec eux un parcours de formation à l'attention de nos opérateurs, car il est prouvé que pour qu'un individu puisse se projeter dans un avenir avec confiance,
il faut qu'il puisse mesurer lui-même tout ce qu'il a déjà parcouru. Donc ce parcours de formation, il est décomposé en 3 modules. Le premier module, c'est comment fonctionne mon cerveau en situation d'apprentissage. C'est important pour eux de le savoir, parce que lorsqu'ils nous quitteront, ils ne partiront pas avec nos moyens de fabrication, mais ils partiront avec leur cerveau, et leur cerveau continuera à se développer à l'extérieur. Le deuxième module, eh bien, c'est être capable d'identifier toutes les compétences acquises, que ce soit chez nous, mais pas que. Il y a eu aussi des compétences et des capacités développées auparavant, dans leur parcours précédent. Et puis, c'est aussi le troisième module, comment je me projette dans ma vie future, en continuant, en envisageant mes apprentissages. On a aussi un autre travail important qui débute tout juste avec Pamela Bental-Avenay, que nous avons connue à Chicago par le biais de Jacqueline Landon, et on la remerciera jamais assez de nous avoir offert cette opportunité. Pamela Bental-Avenay est une chercheuse suisse sur les systèmes de mémoire, qui travaille beaucoup auprès des personnes atteintes de trisomie et du syndrome de Williams. Et on commence un travail avec elle très intéressant, car elle nous permet de nous projeter sur nos méthodes actuelles et surtout par rapport à un tas de prédictions que l'on pourrait faire pour travailler bien plus encore en amont sur l'autonomie et ce gain de confiance et toutes les sollicitations qu'on peut développer grâce à nos postes d'apprentissage. Alors ça, c'est la phrase que vous avez entendue. Je pense que c'est un très beau résumé. En confiance en soi et d'estime de soi, on en parlait ce midi, en effet. C'est ce qui manque souvent à ces personnes, c'est la confiance en soi et l'estime de soi. Et c'est un élément extrêmement important pour se projeter. Alors l'insertion en entreprise, notre objectif statutaire, on a une démarche qu'on a appelée un dispositif qu'on appelle 1, 2, 3 insertion, qui est en 3 étapes. Un stage, une mise à disposition et bien sûr pour l'aboutissement un CDI dans l'entreprise classique, l'entreprise ordinaire de travail. On vous a indiqué un certain nombre d'entreprises partenaires qui ont accueilli nos opérateurs. Alors comme vous pouvez le voir, c'est très diversifié. On va vous voyez, l'établissement Leclerc et Decathlon, on a la restauration, on a le bâtiment. Et pour nous, c'est le meilleur des témoignages. C'est que si nos opérateurs sont capables, en sortant d'une entreprise qui les a formés et développé un tas de capacités par le biais du câblage automobile, et du câblage automobile, il n'y en a plus en France, si nos opérateurs peuvent intégrer tout type d'entreprise, c'est qu'ils ont pu développer en effet des capacités, apprendre de nouvelles compétences et surtout gagner en estime de soi. Alors, est-ce que vous m'accordez un beau témoignage, parce que c'est ça qui est le plus important pour nous. C'est le témoignage d'un opérateur inséré. Et sur notre site, vous pourrez avoir un tas de témoignages. Et c'est vraiment ce qui est le plus important pour nous. Nous les avons baptisés nos héros. Chez nous, nous n'avons plus de médaille du travail. Nous avons des médailles de l'insertion. Parce que ce sont nos héros. Quand je suis arrivé, déjà j'ai été 9 mois mis en essai, c'est-à-dire en disposition. C'était complètement un CDI juste après. On a essayé donc 2-3 personnes. Donc la troisième personne, c'est Sébastien. Nous satisfaisait par rapport à notre besoin. Aujourd'hui, il est sur ce poste-là, mais il fait d'autres choses aussi. Donc c'est un plus quand même. J'ai continué à faire comme je faisais, c'est-à-dire à la MIPI. Lui montrer, mais une fois qu'on lui a montré, il sait comment faire. Il va peut-être pas aller à la même vitesse qu'une personne. Et encore que, il est autonome, il fait ses commandes, il fait tout seul. Quentin, c'est-à-dire le directeur de la MIPI, qui me l'a proposé de venir ici faire un essai, et ça s'est très bien passé. Sur la première personne qu'on a eue, par exemple, je pense qu'elle aurait pu s'adapter, sauf que dans sa tête, elle n'était pas prête à partir. Par rapport à nous, ce que nous, on avait besoin, et de savoir qu'on pouvait lui expliquer d'autres choses derrière, il n'y a pas de problème particulier. Je sais qu'il y aura des difficultés pour certaines choses, qu'il va mettre plus de temps. Après, ça dépend du temps qu'on a. Si on sait que ça va être une longue série ou qu'on aura régulièrement, pour moi, il faut qu'il passe, même s'il va mettre plus de temps à apprendre, il faut qu'il y passe. Comme ça, après, une fois qu'il a appris, de toute façon, il va aussi vite que les autres. De reprendre d'autres personnes. Après, ce que je dis, c'est qu'il faut les former, les accompagner. Moi, je dirais à mes anciens collègues que ce qu'on apprend à la MIPI,
pour question montage, servir des deux mains, ou bien faire attention à ce qu'on fait, faut le garder. J'étais toujours intéressé par ce que je faisais. Pourquoi? Parce que j'aime bien faire ce que je suis en train de faire. Pour moi, c'est par rapport à la suite du câblage. Même si là, c'est des camions, c'est problématique. Bon, merci à Monsieur Richard et à Madame Blandin pour cette très belle expérience. Au-delà de l'expérience, moi je retiens deux choses, c'est que la capacité de s'adapter face au choc de la mondialisation et de transformer, de passer de l'IMPRO à des sites industriels de ce type-là sous le choc de la mondialisation, chapeau. Hein. Et puis deuxièmement, on va passer quand même la parole un peu à tout le monde parce que et deuxièmement, l'utilisation là encore des avancées de la connaissance. Bon. Alors, essayez, oui, je vais donner à François, essayez de faire des questions très courtes. Nous avons après la table ronde, hein, donc on pourra développer beaucoup plus après. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'ai deux petites remarques. Je pense que c'est pas uniquement pour les personnes handicap qu'il faut donner confiance. Je pense que c'est valable pour n'importe quel type de personnes, mais surtout pour les personnes qui sont en situation de handicap, parce que eux, effectivement, ont le regard des autres, et donc ça leur donne encore moins de confiance. Mais c'est valable pour n'importe quel type d'enfant, quel qu'il soit. C'est la première chose. Et la deuxième chose, je ne m'en souviens plus, parce que ça a été tellement important que c'était ce qui me semblait important. Ah si, deuxième chose. Ce que vous dites est essentiel, c'est-à-dire que l'erreur qu'on fait, c'est qu'on croit qu'il y a un type de handicap, etc. En fait, on a des personnes, c'est ce qui a été vraiment dit ce matin, et on est complètement manipulé, Ah oui, mais enfin, j'en suis persuadé. Hein, c'est-à-dire que le regard qu'on a est fondamental. Et je pense que quand on a un regard qui est plutôt péjoratif, il va y avoir une perte de confiance dans les personnes avec qui on est en face. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que si on les considère vraiment comme un individu normal, et c'est tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en fait, on leur donnait confiance. Et je pense que notre objectif, c'est donner confiance aux gens. Et donner un travail, ça donne confiance aux gens. Et vous voyez, le regard même sur le travail manuel tel qu'il est fait, regardez une ville comme Paris et sa région, il n'y a plus d'usine, moi je vois les dégâts que ça fait pour trouver de l'activité à des jeunes qui s'épanouiraient merveilleusement bien avec ce genre d'activité. Alors, excusez-moi, on va un petit rebondir, mais on prend en table ronde, mais de toute façon, aujourd'hui, d'être un col bleu, c'est vécu comme quelque chose de dégradant. Il marche pas, il va à l'usine. Ouais. Et deuxième chose, c'était la stimulation. Effectivement, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de données qui montrent qu'en fait, il y a des cellules souches, effectivement, neuronales, et en fait, on sait qu'en fait, on peut stimuler les choses, on peut réparer certaines choses. Alors, je dis pas qu'on va tout réparer, hein, mais je pense que l'avenir permettra certainement de faire des thérapies qui vont en fait restimuler tout ça. Donc, il y a vraiment des avancées importantes. Je sais pas si Nathalie, tu as un mot à ajouter, non, par rapport à ça? Et vous voyez, on a financé le GABA. Vous voyez ce que c'est, professeur, le GABA, un programme de recherche sur les médicaments. Mais en fait, on s'est rendu compte que les médicaments, si vous donnez pas... En fait, il faut reconnaître la maladie, il faut qu'il y ait le bon médecin, les bons traitements, mais il faut jamais installer les gens dans la maladie. Jamais, jamais, jamais. Je le dis pour les parents de jeunes enfants, jamais vous les installez dans la maladie. Mais en fait, après, on va arriver au niveau médical. Je pense qu'aujourd'hui, on peut changer le pronostic d'un patient. C'est dommage que Rodolphe n'a pas pu rester parce qu'il avait une activité, sa consultation qui était pleine. Mais là, récemment, on a fait un diagnostic sur un enfant qui avait vraiment un handicap moteur important. On a trouvé le déficit enzymatique. On lui a donné l'enzyme. L'enfant, maintenant, va très bien. Ça change du tout au tout. Donc, c'est ce qui montre bien, en fait, qu'une collaboration entre les patients et les cliniciens et les biologistes est juste fondamentale. Moi, je suis biologiste, je suis pas clinicien. Mais je dis toujours, une bonne biologie, il faut d'abord une bonne clinique. Et on a une bonne clinique si on a les patients qui viennent nous voir en confiance.